Honnêtement, ça va. Pour être sincère, je m'attendais à un mois de novembre beaucoup plus chargé. Je vais pas vous mentir, j'ai loupé plein de trucs, mais il y a des trucs, je me suis pas forcé. Il y a des titres de films, rien qu'à l'évocation, je savais que ça allait pas être bon, donc j'ai préféré me diriger vers les longs métrages qui m'intéressaient. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de passer en revue les quelques films que j'ai loupés durant le mois de novembre 2024. De grands hommes peuvent forger de grands films. Des hommes qui inspirent, passionnent, donnent envie à un ou une auteure de chercher à donner à ce personnage, inspiré d'une vraie personne ou simplement imaginé à partir de rien, une aura particulière, une forme folle, une densité dramatique donnant lieu à une œuvre sortant clairement de l'ordinaire. Mais Annie Laurent avait certainement cela en tête en portant l'histoire de Bruno Sulac au travers de Libre, un film sonnant comme une œuvre qui se désire romanesque, qui se désire aussi folle et libre que son héros, mais qui manque clairement d'un panache qui aurait été salutaire pour ce protagoniste, car s'il est évident que Laurent s'éclate avec la mise en scène de ce métrage, elle se perd aussi dans la manière de poser et développer son histoire, voulant être romantique, mais ne captant jamais le romanesque d'une épopée qui reste très anecdotique, notamment par l'œil proche de l'inutile Dany qui n'est jamais attachant. Malgré pourtant deux performances principales tout simplement géniales, Léa Lucet Busato étant très bonne malgré la vacuité de son protagoniste, mais surtout Lucas Bruno est particulièrement accrocheur dans le rôle de Sulac, l'acteur donnant une aura folle à ce héros atypique, romantique et charismatique. Un film sympathique, mais on va pas se mentir, rapidement oubliable. Il y a des films qui, je le pense, ont une certaine idée du cinéma. Un cinéma qui se voudrait polymorphe, cherchant tout aussi bien à s'adapter au genre convoqué par un auteur que de mettre en perspective une certaine idée de ce qui pourrait être une dramaturgie, le temps d'un récit comique ou burlesque, ou romantique, ou tragique, bref, un vrai mélange des genres. Lucas Bernard a certainement voulu faire cela avec à toute allure, mais comme son titre le laisse penser, il est évident que le metteur en scène s'est perdu dans sa manière de construire sa comédie, le film allant beaucoup trop vite, ne prenant jamais le temps de poser ses situations, offrant quelques moments de burlesque assez efficaces et justes, mais se perdant également dans une forme trop foutraque et bâtarde, la faute également à un ensemble de dialogues proches de l'inconsistance par moment, le metteur en scène n'instaurant jamais quelque chose de clair entre ses personnages et l'évolution de son récit. Après, le duo formé par Pio Marmaille et Ei Haïdara fonctionne assez bien, les deux acteurs s'emparant avec un certain brio de ces deux aimants qui se poussent et se retrouvent avec tendresse, même si les deux acteurs pâtissent d'une forme un peu trop hésitante. C'est drôle, mais clairement pas assez pour totalement convaincre. Parfois, on peut tout miser sur un personnage. Que ce soit parce que celui-ci est très attachant et très entraînant, que ce soit plus simplement parce que l'auteur aux commandes du projet sait exactement dans quelle direction l'emmener, ou que ce soit plus radicalement parce que le contexte l'entourant suffit parfois à lui donner la bonne perspective. Éric Besnard revient seul aux commandes de ce Louise Violet, biopic sur l'une des pionnières de l'éducation pour tous en France, le temps d'un film très classique, mais comme toujours avec l'auteur français qui dispose d'une vraie maîtrise et d'une vraie logique de la part du cinéaste, donnant lieu à ce moment de cinéma qui ne sonne jamais comme étonnant, mais comme convaincant, qui ne parvient jamais à surprendre le spectateur, mais qui ne fait que confirmer la maîtrise du metteur en scène dans un geste cinématographique parfaitement cadré qu'il sait emmener avec justesse. L'auteur pouvant se reposer sur des acteurs fantastiques, notamment une Alexandra Lamy qui se donne à fond pour cette jeune femme, apportant un vrai plus à l'œuvre, même si sa performance n'est pas si étonnante que cela lorsque l'on connaît le talent et la maîtrise de l'actrice avec ce genre de protagoniste. Un film classique, mais plutôt juste. Combiner l'intime et l'ultra émotionnel n'est pas une chose simple pour un cinéaste. Car il ne faut pas risquer de tomber dans le cliché le plus pur et le plus grossier, risquant de faire en sorte que le spectateur, même s'il est passionné par des personnages, mette une certaine distance affective avec ceux-ci. Guillaume Sénez a vraiment un truc à régler avec les relations parents-enfants, puisque dans Une part manquante, il aborde une nouvelle fois le sujet de la séparation et de l'approche parentale, en prenant pour base la complexité judiciaire du divorce au Japon, pour offrir un portrait assez attachant et émouvant autour d'un père et de son enfant, le temps d'un film très classique dans sa peinture émotionnelle, mais qui offre tout de même un moment de cinéma attachant et assez sincère, pour sonner comme tendre et juste, même si le metteur en scène a encore une fois la fâcheuse tendance à en faire un petit peu trop avec le pathos de ses personnages. Reste que encore une fois sa collaboration avec Romain Duris se solde par une réussite, l'acteur emportant très bien ce casting, magnifiquement secondé par la jeune Mei Sian Mazuki, très attachante dans le rôle de sa fille. Un film assez basique, mais également très efficace. Faire de la comédie et de l'émotion un mélange détonnant. Sur le papier, c'est plutôt intéressant, non ?
C'est un objectif que cherchent à atteindre énormément d'auteurs, ne parvenant pas toujours à construire le bon cadre pour emmener cela dans la bonne direction, mais parvenant tout de même à donner lieu à un moment de cinéma qui sonne comme convaincant, comme attachant et forcément comme émouvant. John Wax revient à la mise en scène avec Antong au pied de l'Himalaya, qui cache sous ce titre énigmatique l'aventure d'une mère avec un enfant pas comme les autres, qu'elle va essayer de porter sur ses épaules en essayant de se soutenir un peu elle-même dans la foulée, le temps d'un film très classique dans son approche de la comédie, encore plus dans son approche de l'émotion au cœur de ce cadre, mais offrant tout de même un joli petit moment de cinéma qui reste attachant par la forme de son récit, en chronique sociale et familiale, pour un tout convaincant sans être étonnant. Après, le film doit beaucoup à la performance très juste et tout en nuances d'Audrey Lamy, qui démontre son talent évident pour jouer les mamans un peu folles mais terriblement touchantes au cœur d'un film dont elle ressort comme le véritable et intense atout. Ce n'est pas étonnant, mais c'est très convaincant. Poser une idée n'est pas forcément une chose suffisante. On se dit que dans une idée, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses. Il y a tout aussi bien une bonne base que simplement une bonne structure, que plus radicalement une bonne conception qui pourrait, entre de bonnes mains, sonner comme un potentiel fou qui pourrait tenir un film. Il y avait beaucoup de cela qui auraient pu faire du premier long métrage d'Arthur Moulard, 37, L'ombre et la proie, un bon film. Et malheureusement, ces pourraits ne donnent jamais lieu à un film pleinement convaincant où l'on sent que le cinéaste a de l'envie, a de la passion, a un besoin profond de pousser dans ses retranchements une bonne base de travail, mais qui sombre trop rapidement dans une radicalité et une facilité ainsi qu'une vacuité assez terne qui n'empêche pas au film de posséder une tension, par moments palpable et intense, mais où l'intention de base et le propos s'opèrent au fur et à mesure que l'on avance. Ajoutez à cela que même s'ils sont assez bons, Guillaume Pottier et Mélodie Simina n'arrivent pas forcément à parfaitement tenir la route en tête d'affiche d'un métrage où ils sont convaincants, mais jamais forcément très justes, ce qui est un peu dommage au vu de ce qui se passe pour eux. Une idée intéressante, mais clairement mal exploitée. Un bon remake peut être une vraie, bonne expérience. Si un auteur décide de s'emparer correctement d'une idée pour lui donner de l'ampleur, et de la dimension dramatique nécessaire pour donner lieu à un moment de cinéma qui tienne la route et qui soit juste satisfaisant à suivre, cela peut être une vraie, bonne, puissante et très juste idée de 7e art. Guillaume Bourdos a souhaité faire cela avec le choix, inspiré du film de Steven Knight, Locke, le temps d'un huis clos assez étonnant dans une voiture, quasiment en temps réel, offrant une expérience immersive aux spectateurs, mais qui reste moins satisfaisante ou en tout cas moins maîtrisée que son aîné, au cœur d'un moment de cinéma qui reste assez dynamique par rapport à l'idée d'enfermer un protagoniste dans une voiture, mais qui manque de panache quand on sait à quel point Bourdos est multifacette dans sa manière d'aborder le 7e art. On notera tout de même un Vincent Lindon très convaincant dans le rôle central, parvenant à être réellement investi malgré l'enfermement de son personnage dans la voiture, ce qui donne une vraie et belle dimension intense à la progression de son héros. Un remake sympa donc, mais qui n'apporte clairement rien de plus. Pas facile de baser un film uniquement, et je dis bien uniquement, sur de l'action. On a déjà pu l'évoquer dans le précédent rattrapage, mais construire un film presque uniquement sur cette idée qu'il doit être bourrin et bourré d'action, cela peut tout aussi bien être une vraie bonne idée de conception que d'être simplement casse-gueule pour un auteur qui ne maîtrise pas pleinement cela. Olivier Schneider aurait voulu faire de son GT Max une œuvre d'action pure et directe, et on ne peut pas lui reprocher de flirter avec cela le temps d'un film qui rappelle beaucoup un certain Burnout, mais qui manque de densité et surtout d'originalité dramatique, le cinéaste se reposant sur une structure qui est vue et revue, sans le moindre panache et sans la moindre innovation de conception et de création, donnant simplement lieu à un bon film d'action, direct et assez pur, mais auquel il manque un certain souffle pour décoller réellement de son fauteuil. Après, le casting est pas trop mal, Ava Baya parvenant assez bien à s'emparer du rôle titre sans forcément briller tant que cela, celle-ci étant assez bien aidée par un casting secondaire qui tient à peu près la route et qui marche plutôt bien dans le fond. C'est un actionneur sympa, mais qui n'a pas de véritable plus. Il y a des récits qui, cachés sous une forme un peu nouvelle, sonne clairement comme du déjà vu. Ce n'est pas la première fois que je l'évoque ici, mais on a souvent vu l'exemple, un projet sonnant comme neuf, comme intrigant, comme surprenant même, mais qui a une base sonnant comme très ancrée dans un passé cinématographique, donnant clairement l'impression que tout cela est convenu, voire même facile. Jennifer de Voltaire s'ancre parfaitement dans cette idée avec le panache, une œuvre qui n'a pas forcément l'évocation de son titre, si ce n'est cette idée d'adapter une pièce autour d'un professeur, d'un jeune bègue et de Cyrano au milieu, le temps d'un long métrage assez attachant, voire même
un peu touchants, mais qui sonnent comme très convenus, beaucoup trop convenus pour une proposition se voulant ancrer dans une certaine idée de cinéma, mais qui ne brillent pas autant que l'on aurait pu l'espérer, donnant lieu à une œuvre assez juste, mais pas très créative, que ce soit dans l'écriture ou la mise en scène. L'avantage étant que la cinéaste peut se reposer sur ses deux acteurs principaux, José Garcia étant vraiment bon dans un rôle charismatique et attachant, et le jeune Joachim Arseguel s'emparant à merveille du personnage de Colin, lui donnant la forme et la justesse de composition nécessaires pour être très attachant. Sans surprise, c'est simple, mais c'est juste. Une pièce de théâtre peut être un vrai avantage ou un terrible handicap au cinéma. Cela dépend souvent de l'auteur, mais il faut se dire qu'une pièce de théâtre peut tout aussi bien offrir un cadre à un cinéaste, qui lui permettra de structurer et de jouer avec des personnages sans se perdre, autant que les bloquer dans une position qui peut donner l'impression de ne pas les voir avancer et progresser. Malcolm Washington met en scène une grosse partie de sa famille le temps de l'adaptation de la pièce d'August Wilson, La leçon de piano, une œuvre assez forte et assez juste, qui démontre encore une fois le brio de composition de Wilson, mais également que ces pièces marchent au cinéma. Même si on sent encore une fois que tout cela fait un peu trop bloqué dans un coin de maison, malgré tout, que ce soit la composition des personnages, l'ampleur dramatique, la puissance de la mise en scène qui malgré son enfermement parvient à développer des moments forts, tout cela donne un cadre particulier et impactant pour le spectateur. Ajoutez à ce tout un casting vraiment exceptionnel où il est indéniable que John David Washington et Daniel Deadwyler ressortent comme les deux atouts de choix, leur performance étant tout simplement saisissante de justesse, d'impact et surtout de densité dramatique. C'est parfois un peu coincé, mais ça reste très impressionnant. Voilà. C'était pas un gros rattrapage, mais il y avait quand même pas mal de films à évoquer, hein. Bravo à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin, même si par rapport à d'habitude c'est clairement beaucoup plus court je pense. J'espère que le mois de décembre sera moins chargé. J'ai l'impression que c'est le cas parce qu'il va y avoir beaucoup de grosses sorties, donc forcément beaucoup de chroniques, donc il y aura peut-être beaucoup moins de rattrapage. Mais d'ici là, n'oublie pas ce que je dis à chaque fois à la fin de ces vidéos, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.